Podcast. J'ai dû écrire sur la caméra de continuité. J'ai même trouvé avec l'aide de gens du forum un bug qui est qu'elle ne marche pas avec le Mac Mini et le Mac Studio. Il y a un bug dans la première version finale de Ventura qui... la première fois que tu lances FaceTime, normalement, tu as un pop-up qui apparaît qui te dit est-ce que tu veux utiliser l'iPhone comme webcam. Et ça, ça marche sur toutes les machines qui ont déjà une webcam. Et ça marche pas ou mal sur le Mac Mini et le Mac Studio. Et donc en fait, tant que tu vois pas ce pop-up là, la caméra de continuité fonctionne pas, et donc faut en fait aller dans les réglages de l'iPhone, l'activer, la désactiver pour forcer l'affichage de cette fenêtre. Ça a été un vrai psychodrame pendant tout l'été dans les forums de MacG sur pourquoi ça marche pas sur mon Mac Mini. Et il m'a fallu 1 mois et demi ou 2 mois pour finir par comprendre pourquoi ça marchait pas. Bref. Est-ce que l'attention d'Apple sur le matériel est proportionnellement inverse à celle sur le logiciel ? C'est un truc, je suis en train de commencer à écrire mon retest de l'Apple Watch Ultra, c'est-à-dire mon test de l'Apple Watch Ultra, parce que c'est pas moi qui ai écrit le test. C'est un peu le fil conducteur du retest. C'est super, c'est super matériel. Et ouais, c'est ça. C'est exactement ça. Enfin, c'est un peu la discussion qu'on avait la semaine dernière sur l'iMac, exactement. Sur l'iMac qui est d'accord. C'est une chouette machine. macOS me laisse de plus en plus de marbre. J'ai cru que tu allais dire de marge au début. En fait, j'allais dire mais non, je suis pas d'accord avec ça. En fait, non, oui, effectivement, c'était pas ça. Mais ce qui c'est intéressant, c'est Pierre dans Dumont, qui depuis est devenu un collègue, qu'on salue, qui réagissait sur Twitter et qui alors c'est vrai qu'on est allé un peu fort dans cet épisode-là, mais où mon propos n'était pas de dire que Windows est meilleur que macOS, parce que je crois qu'il y a quand même de la marge pour le coup. Oui, certes. Mais ouais, où il y a quelque part ils partent tellement plus loin que c'est plus facile pour eux d'avoir face à eux un sentiment de progression, quoi. Oui, en mathématiques, il y a un nom de fonction, et je sais plus comment ça s'appelle, mais tu sais, ça fait cette courbe très pentue au début et de plus en plus droite à la fin. C'est toujours pareil, les 90 premiers pourcents sont les plus faciles les plus rapides, quoi. Et après, les plus longs, c'est les 10% restants. Tu veux dire que macOS est dans l'asymptote et que c'est de plus en plus difficile de voir qu'on passe de 99,3, 4, 5, 6, c'est ça? Alors, tu vois, j'ai toujours cru qu'asymptote, c'était une figure de style. Donc, je vais revoir mon dictionnaire maintenant. Je me trompe peut-être, hein, mes derniers cours de maths remontent à quelques années maintenant. Mais... et mes derniers cours de français aussi, donc t'inquiète pas. On est sur la même ligne, je crois. Mais le propos, oui, c'était pas de dire que macOS est nul, parce que macOS est bien malgré tout, et puis surtout la Logitech, si tu veux, ce que les briques que file Apple aux développeurs et la capacité des développeurs à les assembler est quand même à des années-lumière pour ajouter la physique à notre programme de lycée de ce que propose Microsoft. Et c'est impossible d'écrire sur Windows, par exemple. Il n'y a pas un éditeur de texte valide sur Windows, ce qui est quand même... c'est terrible. La communauté Word en PLS. Et à commencer par Word, bordel. Non, mais soyons sérieux. Et c'est un vrai argument, malgré tout, en faveur du Mac, et c'est pour ça que j'ai présentement devant moi un iMac, et pas autre chose, c'est évident. Mais il y a une déconnexion de plus en plus grandissante entre le matériel et le logiciel, et ce que j'essayais aussi de dire, et je pense que je l'ai mal articulé dans le dernier épisode, c'est que tu vois en même temps Microsoft aller sur le terrain du matériel et être capable de faire avancer les deux. C'est-à-dire ils ont aujourd'hui un très très bon matériel dans la gamme Surface, et en même temps ils ont été capables de continuer à faire progresser leur logiciel, et ils l'ont fait progresser pour faire progresser le matériel. Oui. Alors que chez Apple, j'ai de plus en plus le sentiment, qui est un sentiment tout à fait personnel et que peut-être d'autres ne ressentent pas comme ça, mais je le ressens aussi parce que je suis obligé de faire le tour de l'OS chaque année et que je teste toutes les machines. J'ai le sentiment d'une déconnexion de plus en plus grande entre le progrès matériel et le progrès logiciel. Mais je pense que c'est normal. Le meilleur travail d'Apple est fait sur la priorité qu'ils ont, et la priorité n'est plus le Mac depuis quand même un certain temps, je crois. C'est sur iOS, bon, il y a quand même une peaufination, si le terme existe, permanente, quoi. On est pas mal, je veux dire, sur iOS. iPadOS, bon, c'est un autre sujet. Mais le futur, c'est les lunettes, quoi. Je pense que c'est là qu'on verra peut-être le meilleur travail sur le logiciel matériel.
l'intégration entre les deux. Oui, mais quelque part, ça donne l'impression qu'ils sont 15, quoi. Et que... Enfin, c'est vrai. C'est pas comme si c'était l'entreprise la plus riche de la planète, bordel. Ils ont 2 ou 3 ingénieurs, ils sont capables de faire 2 ou 3 trucs à la fois, quoi. C'est le truc qui me fascine toujours, quoi. T'as l'impression que cette boîte est pas la multinationale qu'elle est, quoi. Mais et à mon avis, oui, dans un sens, ils travaillent tellement au silo qu'il y a autant de startups que d'équipes. Ouais. Enfin, c'est comme les IA, tu vois. Il n'y a pas une seule intelligence collective, c'est plein de petites intelligences. Enfin, pas une seule intelligence, je veux dire, individuelle, c'est plein de petites intelligences collectives. Quitte à faire du follow-up comme dans un vrai podcast, j'ai dit cette semaine, j'en parlais dans mon podcast de manière pas ironique. Dites donc. Tu sais, c'était une expérience de sortie de corps, quoi. Soudainement, t'as mon esprit qui est sorti de mon corps, qui a regardé ça de manière documentaire. On finit par devenir son propre cauchemar, c'est terrible. Ah, c'était un cauchemar, d'accord. Parce que j'allais te poser la question sur la qualité de l'expérience, justement. Donc, ok, je note. Trentenaire blanc qui perd ses cheveux, qui a un podcast, c'est quand même... Bref. Ça s'appelle un fil conducteur. Mais quitte à faire du follow-up, il y a Alexandre aussi qui nous écoute beaucoup et qu'on salue aussi, On le salue. Au fait, ne t'en déplaise, je pense avoir trouvé la meilleure bouilloire au monde, comme quoi la rubrique acheter fait beaucoup parler. Et qui... C'est la meilleure rubrique du podcast, clairement. Très clairement. Et qui m'envoyait un lien vers la Ario, la V60 Power Kettle, de la gamme Buono, qui est effectivement la meilleure bouilloire du monde. La preuve, c'est que je l'ai aussi. Attends, quoi? Mais qui est la meilleure bouilloire du monde si tu fais du café à la main. Parce que c'est une bouilloire avec un col de cygne. Et donc ça verse très lentement. Et si c'est pour faire cuire l'eau de tes pâtes ou pour remplir ta théière d'1 litre, c'est pas bon. Par contre, si tu fais du café avec un filtre à la main, c'est la bouilloire qui va avec le filtre V60 de Ario. Ou si, comme lui, tu bois que du thé vert dans une tasse minuscule et que tu as besoin que de 3 gouttes de flotte, effectivement, c'est la meilleure bouilloire du monde. Le lien est dans la description. Mais du coup, t'as combien de bouilloires? 2. Est-ce qu'il peut y avoir 2 meilleures bouilloires du monde? L'autre question, c'est, tu peux me répéter ce que tu disais sur la trajectoire des hommes blancs trentenaires qui perdent leurs cheveux? Parce que une bouilloire juste pour faire le café, c'est quand même particulier, non? J'ai jamais dit que j'étais pas pétri de contradictions. Ok, c'est juste pour ça. Non, mais c'était une discussion intéressante parce que c'est un peu finalement la même discussion qu'avec Pierre et Windows, qui est il avait l'impression quelque part que ce que je disais était très définitif, mais où comme on l'a déjà répété plusieurs fois, d'abord les avis c'est fait pour être changé, et puis les avis sont très circonstanciés. Oui. Et la meilleure, dans le cas présent de bouilloire, pour faire quelque chose, n'est pas forcément la meilleure bouilloire pour faire autre chose. Et donc si, il peut y avoir 2 meilleures bouilloires du monde, de la même manière qu'il y a une infinité de meilleurs canapés du monde, et une infinité de meilleurs téléphones, ou de meilleurs appareils photo, ou de meilleurs... Insère ce que tu veux du monde, ça dépend de tes besoins. Ou finalement, la rubrique acheter, quand on dit tel ou tel truc, c'est le meilleur pour toi, c'est le meilleur pour moi. Et ça n'est qu'une suggestion pour les gens qui nous écoutent. Mais c'est pas un ordre, quoi. Puis les gens qui nous écoutent sont suffisamment grands pour faire ce qu'ils veulent à la fin. C'est pas faux. Regardez, du coup. Eh bien, oui, figure-toi que je regardisse quelque chose, au pluriel. J'ai fini par m'en vouloir un petit peu de pas aimer les Anneaux de pouvoir. parce qu'il y a une espèce de syndrome de Stockholm qui joue, je pense, après 8 épisodes d'1 heure à chaque fois. La haine n'est pas aussi intense au début qu'à la fin. Et tu te remets en question parce qu'il y a 2-3 passages, tu dis « Ah, pourquoi pas ?» Et du coup, enfin, en tout cas, mon analyse était quelque peu troublée. Donc, je me suis dit « Bah, tu sais quoi, Arnaud tu vas regarder Les Seigneurs des Anneaux en version longue et tu verras bien. » Et j'ai vu. Et c'est mieux. Non, mais en fait, genre... je sais pas. En fait, je sais pas. Tout est mieux amené. Et tout est mieux, en fait. Il y a des fautes de goût dans Le Seigneur des Anneaux. Vraiment. Il y a des fautes de goût à certains moments. Des petits trucs où tu sens que Peter Jackson, c'était bien qu'il soit un peu entouré de certains producteurs, de certaines personnes, sa femme notamment, enfin des personnes qui pouvaient le canaliser un petit peu. Parce que sinon, livré à lui-même, ça donne le Hobbit, c'est pas ouf. Je sais pas, en fait, c'est tellement appuyé sur les bouquins et tout. Enfin, tout est bien écrit, tout est bien joué, tout est beau en termes de décor, tout ça. Ça vieillit pas trop mal, à part certaines scènes dans le 2, notamment les Nazgûl, tout ça. Certaines choses certains fonds verts aussi. Mais globalement, c'est quand même très bien. Enfin, non, il y a rien à voir. Et les gens,
ne font jamais de choix. Enfin, comment dire? Il arrive que les personnages fassent des mauvais choix, mais c'est toujours dans une circonstance particulière et tu comprends ces mauvais choix et tu aurais fait les mêmes. Dans les Anneaux de pouvoir, tout est sur des rails. Les gens agissent de manière complètement absurde parce qu'ils sont sur leur rail en fait. Et jamais ils se remettent en question, jamais il y a même les autres personnes autour d'eux ne remettent en question ces choix qu'ils font qui sont absurdes, enfin qui sont débiles quoi. Et c'est un des problèmes, un des nombreux problèmes de la série. C'est toujours super difficile quand t'écris une œuvre de fiction sur un mauvais choix. Est-ce que c'est même quand tu décides que c'est un trait de caractère, qu'une personne est à ce point à côté de ses pompes qu'elle fait que des mauvais choix, si c'est juste tu t'en sers pour finalement te moquer de quelqu'un ou si c'est pour faire avancer l'histoire. Tu vois, et ça marche quand il y a une certaine répétition des mauvais choix. Quand c'est que pour taper sur quelqu'un, c'est très vite très fatigant. Quand c'est fait pour avancer l'histoire, ça marche. Exactement. Et il y a aussi le rôle que, justement, enfin, comme tu dis, les mauvais choix dans les films, Le Seigneur des Anneaux, justement, sont là pour mettre en valeur quelque chose de différent, une sorte de... On va dire... Bon, c'était une œuvre chrétienne, mais... Enfin, non, c'est un auteur chrétien, mais c'est pas vraiment une œuvre chrétienne en soi, c'est juste... Mais il y a une transcendance quand même à l'œuvre. C'est-à-dire que les choses arrivent une fois que l'acte est posé. C'est-à-dire que, genre, par exemple, Théoden le gouffre de Helm qui se fait encercler par tout le monde et tout le monde va crever, c'est au moment où il décide de sortir à cheval et un peu, tu sais, genre, comme ça, en trompe la mort, quoi, que Gandalf arrive de son côté et tu vois, il fallait cette acceptation-là et ce mouvement-là pour que ça se déclenche. Et ou même la transcendance, c'est-à-dire que la perfection des elfes, par exemple, est fondamentalement mauvaise. Oui. Et où il y a une conscience elvique de l'aspect terrible et de l'aspect sombre de leur perfection. Exactement. Ouais. Qui est très bien rendu, ouais. Le tranchant aiguisé, quoi. Ouais, donc voilà, c'est très... Enfin, je pense que ça aide que ce soit vraiment appuyé sur les bouquins, pour le coup. Il y a des dialogues complets repris des bouquins, des chansons, des trucs comme ça. Y compris des passages très longs. Y compris des passages très longs, absolument. Moi, j'aime bien les films un peu tableaux, donc forcément, ça me plaît beaucoup. C'est les moments d'action que j'aime le moins, en fait, dans les films. Ouais, mais je pense... Enfin, je maintiens ce que je disais, c'est que c'est une œuvre... profondément anti-moderne et la série est profondément moderne dans la manière dont elle est écrite. Et donc il y a une incompatibilité foncière entre les deux et ça marche pas, quoi. C'est bien dit, ça, c'est pas mal. Ah, merci, c'est gentil. Moi j'ai vu le pire et le meilleur de Netflix. Tu veux que je commence par quoi? Le pire ou le meilleur? Le pire, bien sûr. Le pire. Le pire, c'est Blockbuster. Je pensais que ce serait Love at First Sight ou je sais pas quoi. Oui, mais alors j'ai quand même un peu d'amour propre, donc je regarde pas tout à fait n'importe quoi quand même. Mais Blockbuster, qui, comme son nom l'indique, est une série télé qui se passe chez Blockbuster, ce truc qui fut une époque louait des cassettes et des DVD. Et c'est marrant parce que tu vois Netflix qui utilise son algorithme. Donc on a vu que Superstore fonctionnait. Superstore, c'était The Office chez Walmart. On a vu que ça fonctionnait. Il y a eu tout le délire des petits goons là, qui ont voulu mettre leur argent dans des actions et qui ont joué avec l'argent qu'ils n'avaient pas pendant le confinement et qui ont manipulé le cours de l'action Blockbuster. On prend les deux et on fait la série télé Blockbuster avec Randall Park et Melissa Fumero qui par ailleurs sont tous les deux des superstars de série télé. Ils sont très bons. Ils sont très bons et à la fin c'est drôle quoi, mais ça a été fait 100 fois quoi, donc et c'est vraiment cette capacité de Netflix à prendre son algo et à faire 15 fois la même série télé. Le nombre de séries télé avec des adolescentes par exemple, c'est toujours la même chose, c'est soit au lycée, soit à la sortie du lycée, soit je découvre l'amour, soit je découvre le monde du travail, soit les deux. Il y en a 200 quoi, et c'est bon quoi. Et c'est la même. Ouais. Et le meilleur, c'est The Playlist, qui est une série en 6 épisodes sur Spotify. Et qui est drôle parce que d'ailleurs, tu vois les salariés de Spotify de l'époque sur les réseaux sociaux dire qu'ils n'ont pas été consultés. Et donc, c'est pas une série documentaire, c'est une série fictionnalisée sur les débuts de Spotify. Et en fait, c'est super parce que chaque épisode est fait est vu à travers les yeux d'un personnage différent. Donc Daniel Ek, Martin Lorentzon, Andreas Henn qui était leur premier CTO, Petra Hansson qui était leur première grande avocate, Per Sundin qui était le patron de Sony Suède à l'époque, et puis une artiste qu'ils ont inventée. Et donc t'as chaque épisode qui est vu à travers un de ces personnages. Évidemment, du coup, c'est assez répétitif, mais du coup, il y a des écarts entre chaque
épisode. Les dialogues sont pas forcément les mêmes pour la même scène, ou des choses se déroulent pas exactement de la même manière. Et donc c'est 6 fois du mensonge, mais en même temps ça dit une vérité sur Spotify. Et je trouve que c'est très bien foutu. Et évidemment, c'est assez bizarre de voir des séries documenter des choses que par ailleurs t'as couvert en tant que journaliste. C'est terrible, je me sens terriblement vieux face à ce genre de truc. Et donc évidemment, il y a un écart énorme à la réalité, notamment toute la jeunesse, toute l'adolescence de Daniel Ek et ses liens avec le monde du torrenting et les liens évidents de Spotify avec le monde du torrenting sont complètement passés sous silence. Tout ça, c'est vraiment... On oublie que Spotify a commencé dans l'illégalité la plus totale. Mais c'est bien fait, justement parce qu'il y a ces écarts entre les 6 épisodes et que la série te regarde, casse le 4e mur en disant non, tout ce que tu vas voir et tout ce que tu as vu est faux. Ça marche pas mal et à la fin, c'est peut-être plus documentaire qu'un documentaire mal documenté serait. Je vois ce que tu veux dire, ouais. En creux, quoi. Yes. Ok. Écoutez. Eh bien, oui. J'écoutis Brûler le feu 2, qui est une édition deluxe de l'album Brûler le feu de Juliette Armanet. Pourquoi on fait des versions deluxe des albums quelques mois après? J'en ai marre de ça. Je m'oppose. Je trouve que c'est insultant pour les consommateurs de musique. Après, je l'aime bien elle, donc il y a 3 titres sur 5 qui sont bons, mais bon, je sais pas, enfin, je vois pas l'intérêt de faire une édition deluxe. Elle a beau dire ce qu'elle veut, c'est toujours une décision marketing derrière, je pense, parce que tu te réveilles pas en disant, en fait, cet album avait besoin d'être augmenté, et je me suis dit, pour être le plus authentique, il faut augmenter cet album 3 mois après la sortie. Oui. Non, personne. Donc je suis un peu fâché pour ça, mais j'aime bien l'album, donc j'irai la voir en concert la semaine prochaine. Voilà, victime. Pendant que tu parlais, j'ai tapé Juliette Armanet dans Wikipédia pour... C'est bien, je me coucherai moins bête. Tu devrais écouter, c'est pas mal. c'est pas Verlaine, quoi, mais c'est pas mal. C'est terrible. Non, mais tu vois ce que je veux dire? Genre, le top de la chanson française aujourd'hui est pas ouf, quoi. En tout cas, la chanson mainstream, enfin, ça n'a jamais été ouf, mais ça, c'est ce que je pense qui se fait mieux dans la variété française actuelle. C'est pas ouf parce qu'on est devenu mauvais, mais écoute, ça va. C'est plaisant quand même. Il y a là un univers, elle fait tout, elle chante, elle danse, elle écrit. Ça va. Pour pas te frustrer, je vais dire oui, d'accord? C'est gentil. La diplomatie est une vertu qu'on néglige un petit peu trop ces temps-ci. Ok. J'ai aussi écouté le nouveau Phoenix qui s'appelle Alpha Zulu. J'ai jamais été fan de Phoenix particulièrement, mais je sais pas ce qu'il en est pour toi d'ailleurs, vu que t'écoutes de l'électro maintenant. Non, mais oui, j'ai eu ma période Phoenix, j'hésite. Ouais. Je sais pas pourquoi, mais j'hésite. Pour moi, c'est très proche de ce qu'ils ont fait auparavant, dans le sens où ça n'ajoute rien, ça n'enlève rien à ce qu'ils ont fait. C'est-à-dire que c'est un peu un album dispensable, mais je suis content d'écouter de nouveaux matériaux comme ça. Et puis j'aime bien la jaquette. Moi, je choisis le verre avec les étiquettes, tu sais, donc je choisis aussi les albums avec la jaquette, et si la jaquette est jolie... C'est un grand problème avec le jazz, je crois. Oui, beaucoup des choses que j'écoute sont dictées par la jaquette. Et par exemple, si j'écoute beaucoup ECM ou des trucs comme ça, c'est parce que leur système graphique me parle. Non, mais c'est bête à dire, mais c'est ça aussi, quoi. Ça me rassure de pas être le seul là-dessus. Et c'est un vrai problème parce que parfois j'écoute, je me dis, ah putain, la jaquette est vraiment jolie. C'est de la merde! Et c'est de la merde! La soupe! Ouais, je vois très bien ce que tu veux dire. Les 3/4 de ce qu'édite Blue Note aujourd'hui, la jaquette, enfin, ça reste au Blue Note, quoi. Ils ont 2 ou 3 graphistes, ils ont une formule, quoi. Mais ce qu'édite Blue Note aujourd'hui, les 3/4, c'est de la soupe, quoi. Et c'est un vrai danger. Et il y a peut-être de ça aussi avec cet album, ouais. Il a l'air joli. Je suis pas sûr que ça veut dire que ce soit un bon album. Je pense que d'ici 2 ans, on l'a tous oublié. 2 ans, c'est généreux. Ouais, mais c'est déjà pas mal. Oui, c'est vrai. Ouais. Ça reste Phoenix, hein, c'est pas non plus. C'est-à-dire que c'est pas, je pense pas que ce soit un groupe qui puisse faire un mauvais album dans l'absolu. C'est-à-dire que, tu vois, c'est comme, je sais pas, ça fonctionne toujours, quoi. Je vais peut-être dire quelque chose d'affreux pour les gens qui adorent ce genre de musique, mais ils me font énormément penser à Daft Punk dans leur capacité à attirer un certain public avec des choses absolument pas nouvelles. Tu veux dire les Versaillais Je sais pas si j'irais jusqu'à The Red Analyse, mais il y a un côté très formulaïque, mais en même temps la formule est bonne, quoi. Tu vois, c'est pas... C'est ça, c'est ce que je veux dire. Et tout à fait, je suis tout à fait d'accord avec toi. Ouais. C'est pour ça que ça peut pas être genre absolument mauvais. Ouais. Il y a forcément, ça fonctionne quoi qu'il arrive. Mais ça veut pas dire que ça a une âme particulière, ça veut pas dire que ça va révolutionner quoi que ce soit. Pourquoi attendre si longtemps avant de faire un album comme ça? Du coup, la question se pose. Mais après, bon bah,
Il existe. Bon, écoute, j'écouterai ça en répondant à mes mails demain. Très bien. J'ai vu sur tes stories Instagram des chaises pliantes qui m'avaient l'air absolument inconfortables, installées dans un hall qui me fait penser à une énorme grange. Alors, t'es à la fois très loin et pas très loin de la réalité. Ce sont des chaises qui ne sont pas pliables, figure-toi. Ah ouais? Elles ont 4 pieds, comme des vraies chaises. Ah oui, 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 c'est très impressionnant, très impressionnant. Elles étaient relativement confortables pour une session de 3 heures en même temps, c'est ce qu'il fallait. Et c'était à un endroit assez excentré qui s'appelle la Scène Musicale, qui est sur l'île Seguin, près de Boulogne. Et j'étais allé voir Starmania. Parce que je suis quelqu'un de fondamentalement jeune dans ma tête. Et pas du tout homosexuel. Donc du coup voilà, c'est quelque chose qui me parlait. Je me suis dit je vais m'ouvrir à quelque chose de différent. Non, pas du tout. C'était tout le marais était là, c'était rigolo. C'était peut-être qu'on pourra couper ça. C'était Non. Évidemment que non. Il y avait Bilal Hassani et tout, c'était marrant. J'avais oublié, tu vois, que les années 80, quand ils n'étaient pas sous substance, c'était quand même un peu glauque, quoi. Un peu sordide. Donc en fait, alors ils ont donc c'est, je crois, la 4e, 5e recréation de Starmania, de l'opéra rock. Faudra un jour qu'on m'explique ce qui différencie un opéra rock d'une comédie musicale. J'ai eu la flemme de chercher, dès que tu sais déjà. Non. Bon. Et ils ont donc réarrangé certaines choses. France Gall avait travaillé dessus avant son décès un petit peu avec son fils, qui a poursuivi le travail. Et donc ils ont réorganisé. Plamondon a réécrit certains passages parce que on parle dans les villes de l'an 2000. Forcément, l'an 2000 est passé depuis quelques années maintenant. Du coup, on reformule certaines choses. Bon, voilà. C'est drôle parce que je crois que... Enfin, je vais essayer d'exprimer ça clairement. C'est une pensée que j'ai en germe depuis un certain temps. Je crois que c'est le genre d'œuvre qui est globalement à un pouce d'être de la grosse merde. Mais en fait, il y a 2-3 choses qui la sauvent et qui font que ça passe dans le chef-d'œuvre. Mais que ça pourrait... Le tunnel est tellement étroit, quoi. Genre, la musique est super cool. C'est Berger, ça va. Mais il y a 2-3 trucs qui sont vraiment mauvais. Musicalement. Je suis désolé de le dire, mais genre la chanson de Ziggy, c'est nul. Non, quoi. Non, le sois pas. Mais continue, je veux pas t'arrêter, mais le sois pas. Ok. Bon. Il y a les paroles, il y a 2-3 trucs très bien, et il y a beaucoup de trucs vraiment médiocres. Et la preuve, c'est que Plamondon, a écrit des bouts absolus, hein, genre Cindy 2000, des trucs comme ça qui sont les réinterprétations de Cendrillon en version rêve party, je prends de la drogue, nanana, enfin c'est absurde. Donc non, il y a des trucs très mauvais, et mais pourtant c'est quand même sauvé par, je pense, essentiellement les chansons, et le fait que... Et un truc aussi qui m'épate, c'est que tout le monde dit « Ah nana, c'est tellement actuel ». Oui, enfin bon... Tu parles de guerre et de politique avec des gens riches et tout, forcément c'est toujours actuel en fait. Je veux dire, c'est pas très difficile d'être visionnaire là-dedans. J'ai passé un bon moment. Ils ont des bonnes idées, surtout sur la technique en fait, c'est ce qui me fait un peu de la peine à dire. J'espère qu'ils écoutent pas tous ce que je vais dire là, mais c'est que techniquement c'est limite mieux que artistiquement. Il y a des lumières incroyables, il y a des effets de décor, tout ça. Enfin voilà, c'est vraiment chouette. Et rien que pour ça vaut le coup limite d'y aller. Et les musiques évidemment sont cool, mais voilà, c'est un peu long et sordide et pas si bien écrit que ça, je suis désolé. Non, sois pas désolé, je pense qu'il y a que 2 choses qui sauvent Starmania. Ouais. Pour les gens qui sont suffisamment vieux pour avoir connu la version originale de Starmania, ce qui sauve Starmania, c'est la nostalgie. C'est vrai. Et pour les gens qui ont notre âge ou sont plus jeunes, la nostalgie d'une époque qu'on n'a pas connue. C'est vrai aussi. C'est tout. Et donc si tu veux, ça n'a rien à voir avec les mérites artistiques de Starmania. Parce qu'il y en a tellement peu. Non mais c'est vrai. Et la preuve, encore une fois, faut voir les autres œuvres de Plamondon, tu vois, tu comprends direct, quoi. C'est genre, il y a 2 choses très bien, qui ont du succès. C'est ça, Notre-Dame de Paris. Et le reste, je crois de tête, en tout cas, peut-être que je me gourre et j'espère qu'on me dira dans ce cas-là, mais c'est mauvais, quoi. Et là encore, c'est un peu mauvais aussi. À un moment, certaines rimes et tout. Je sais pas si c'est mauvais ou si c'est d'une époque, je sais pas comment le dire en français, mais... Ouais. C'est d'un temps, quoi. Et c'est aussi médiocre qu'un truc qui est à la mode peut l'être. Mm-hmm. C'est-à-dire, c'est très
C'est très moyen dans le fait que c'est un produit qui est fait pour attirer un large public. Et c'est pas un jugement de valeur de dire que c'est moyen, c'est fait pour être moyen. Et donc quand tu ramènes ça aujourd'hui, bah oui, du coup, oui, c'est encore plus moyen que moyen, quoi. C'est-à-dire qu'on s'adresse à un public qui a la nostalgie d'un cliché d'une époque. Donc qui moyenne le Moyen-Âge de la moyenne. Donc c'est moyen. C'est moyen. Ouais, c'est un bon résumé, ouais. Ce qui est moyen aussi, c'est les gens qui laissent leur transition toute pétée, qui laissent leur téléphone allumé au concert. Je suis allé voir. J'avais déjà dit que quand Meldo passe en concert, je suis dans la salle. Oui. Donc il était là avec Joshua Redman, avec Christian McBride, avec Brian Blade, donc le même quartet depuis 94, qui a enregistré 2 albums en 2 ou 3 ans, ce qui est Wow. alors qu'il y avait eu, je crois, 20 ans entre le premier et le deuxième. Okay. Alors que par ailleurs, Meldo et Redman ont enregistré de leur côté ensemble, et que McBride et Blade sont... Enfin, c'est difficile de trouver un album de jazz intéressant sans qu'il y ait soit McBride, soit Blade. Et donc ils sont passés à Lyon là pour faire un concert à l'auditorium avec Jazz à Vienne. C'est comme d'habitude super bien. J'ai senti Redman... Troisième fois qu'il y a une sonnerie qui s'est déclenchée, je l'ai senti un tout petit peu agacé. Franchement. Et ce que je trouve, Troisième fois. ce que je trouve incroyable, c'est qu'à un moment, après un morceau, il s'arrête, il parle pour présenter le groupe, machin truc muche, et il dit au passage, on va profiter qu'il y ait une pause pour tout le monde fait sonner ses réveils, tout le monde passe ses appels, et puis on peut reprendre. Et puis il lance un nouveau morceau avec un passage avec un passage très délicat de sax, et t'entends une sonnerie de téléphone. Affreux. C'est vraiment le mal du siècle, hein. Et donc tu vois, je dis ça sur les sonneries de téléphone, et puis pendant l'enregistrement, évidemment, Siri sur ma montre se déclenche, et donc j'espère que tout le monde a entendu ça. Bref. La technologie dans ce cas fait de meilleur. Sinon sur Apple Music, j'ai écouté un peu moins de choses ces derniers temps, notamment parce que j'étais en vacances, et que quand je suis en vacances, j'écoute moins de musique, c'est assez étonnant. Un truc que je trouvais super intéressant, c'est le Ezra Collective. Si tu veux pas écouter l'album qui est Where I'm Meant to Be, et quand je dis tu, je parle à la personne qui m'écoute, pas à toi parce que je sais que t'écouteras pas, mais ils sont... Des fois j'écoute, hein. Ils sont passés au Tiny Desk de NPR, et c'est super bien, et ça groove vachement bien. C'est un groupe londonien, et c'est une espèce de jazz afro qui groove bien, quoi. Et ça marche super bien. Ce qui est assez étrange dans l'album, c'est qu'il y a des passages parlés, il y a des espèces de petites interviews pour justifier les morceaux que tu viens d'écouter ou que tu vas écouter. Et c'est bien dans une édition collector, genre comme la piste, tu sais, quand on achetait des DVD avec les pistes du réalisateur, là. Mais dans l'album tout court, je trouve ça un peu étrange. Ça casse un peu... Alors que ça groove beaucoup, ça casse un peu le rythme. Je trouve ça assez bizarre, mais pourquoi pas. J'ai eu la même expérience en écoutant un album de Dalida. Un truc qui groove beaucoup aussi, oui. C'est une forme de groove, tout à fait, bien sûr que oui. Qui est l'album de Dalida, je crois que c'était un best-of, sans doute le 150e du nom, et entre certaines pistes, il y a des petites interviews, enfin des petits morceaux d'interview de Dalida justement qui expliquent tel morceau, tout ça. Voilà. Donc oui, c'est un peu étrange. C'est marrant. Ouais. Ok. Léa ? Arnaud a peu lu. Enfin, Arnaud a lu un peu, mais Arnaud on a marre de se justifier. Arnaud dit ça chaque semaine avant de parler pendant un quart d'heure d'un truc super compliqué. Mais trop pas, en plus. Non, là, En plus, en vrai, je suis en train de lire un truc. Je fais un petit teaser, vas-y, pour le prochain. Allez. Je suis en train de lire un truc, un tout petit fascicule, qui s'appelle Le noble art de la brouille. Et je me suis dit, tiens Arnaud, t'arrives pas à finir des bouquins, ou au moins fais l'idée de tout petit truc, tu verras bien. Donc je tente de lire depuis, je peux le confesser maintenant, depuis environ un mois. Et j'en suis à 4 pages à peu près, donc je crois que ma capacité de concentration est vraiment mauvaise. Non, c'est une affaire d'habitude. En ce moment, je lis très peu aussi, mais parce que j'ai perdu l'habitude de lire avant d'aller dormir. Mais pareil. Et c'est terrible. Du coup, je perds 60 à 90 minutes de lecture par jour, ce qui est terrible. Ah ouais, c'est considérable, ouais. Mais je pense que, je vais faire un effort là-dessus en janvier. mais donc, en vrai, tu as lu? J'ai lu un petit peu, mais ce qui m'a... c'est tout récent, parce que j'ai lu ce matin, ça, pendant le café, mais ce qui m'a pas mal plu, j'avoue, comme article, parce que ça m'a... Enfin, je vais t'expliquer pour dans un instant. C'est le dernier de McG, là, celui de ce matin, de Florian, je crois, sur... quel est l'intitulé exact?
iMac Aluminium, AirPods, Smart Cover, la difficulté se niche dans les détails. Et en fait, j'ai bien aimé ça parce que ça m'a rappelé pourquoi des fois on paye plus cher, effectivement. C'est la raison la toute simple pour laquelle je me suis senti proche de ça, c'est que... Et c'est aussi ce qui a inspiré ce que je disais sur le matériel tout à l'heure. C'est que l'attention pour le matériel d'Apple est vraiment complètement psychotique, quoi. C'est dingue. Je crois qu'aucune boîte ne fait ça. Je crois que la seule boîte peut-être qui fait ça, les seules boîtes qui font ça, c'est des boîtes qui font des objets individuels, pas du tout en série, des artistes, des gens comme ça. Là, c'est complètement unique, quoi. C'est presque un peu consolant, surtout quand on voit la hausse des prix en France et dans le reste du monde d'ailleurs des produits Apple, de se rappeler qu'on paye aussi notamment pour ce savoir-faire et cette attention aux détails qui est absolument unique, quoi. Entre guillemets. Non, mais tu vois, je suis ambivalent. Je regarde je crois que c'est le 4e ou 5e papier d'une série d'articles qui ont été faits de la même manière. Et je crois pas trahir un secret en disant que c'est des papiers qui s'appuient sur de la communication interne et qu'on a obtenu par les moyens habituels. Et du coup, ça me pose un problème fondamental qui est qu'en fait, on répète de la com. Et on répète de la com qui est tournée, qui est de la com d'Apple vers Apple. Ce qui est peut-être la pire forme de com, parce qu'en fait, c'est propagande. La secte parle à la secte. C'est ça. Et oui, c'est bien si tu veux, pour avoir lu un tas de documents, dont certains qu'on n'a pas exploités, mais voilà, c'est bien, il y a tel capuchon à tel endroit, vous avez inventé tel type de pas de vis, machin, truc, enfin... Oui, d'accord, c'est bien, mais enfin, toutes les entreprises du monde qui font du matériel font la même chose et elles s'entendent pas. Parce que oui, il y a un problème, on trouve une solution, enfin, ça s'appelle l'ingénierie, quoi. Et on est bien d'accord, c'est chouette, les produits d'Apple sont incroyables, tout ça, mais il y a... De savoir comment ces papiers ont été produits et de savoir en fait à quoi ils servent, c'est de la motivation interne, quoi. Ça me les colore. Évidemment, le lecteur normal voit pas ça, quoi. Ça me les colore et je peux pas m'empêcher de voir ça, surtout dans le contexte actuel qui est que Johnny Ive fait la tournée des pop-up pour dire regardez, je suis plus chez Apple et maintenant je m'amuse. Et puis t'as toute une génération. Je suis libre enfin. Et en plus, regardez, tous mes collègues du studio sont partis avec moi et puis Evan Sankey qui s'en va et qui elle pour le coup va pas rejoindre Ive a priori. Et ils ont un vrai problème à trouver un remplaçant à ça. Et je continue à mettre ma pièce sur Apple va revenir au système d'agence et je mets ma pièce sur l'agence d'Yves Béard parce que c'est le sens de l'histoire et évidemment que tout va devenir pourri. parce que c'est le sens de l'histoire. Non mais Béard, un produit sur deux, c'est génial. Un produit sur deux, c'est du niveau de Stark, c'est-à-dire que c'est les pires produits imaginables dans leur catégorie. Ah mon dieu. Non. Je crois que Stark était à Starmania d'ailleurs, il était derrière moi. Ben tiens. Mais Béard, c'est un génie maléfique pour ça. Et ce serait génial quelque part. Enfin, j'aimerais voir un produit Apple designé par Béard parce que ça pourrait être absolument génial comme absolument terrible. Et il y a et oui, enfin ça me colore ce papier ça me colore ce genre de papier quelque part. Le côté il y a tout ça, quoi. Cette crise du design, je sais pas comment ils vont s'en sortir en vrai. C'est possible effectivement qu'ils fassent appel à un studio, ce serait à la fois très logique et très dommage, quoi. Mais ouais. Je sais pas enfin, je pense pas que Cook ait des bonnes intuitions là-dessus sur le design. Autant que sur le reste, je pense qu'il est très bon. Autant sur, enfin, ça sera jamais le même génie que Jobs. C'est deux génies différents. Donc, ouais, je suis curieux de voir. Enfin, je sais pas si quelqu'un est aussi obsessionnel que Jobs maintenant chez Apple, quoi. En position de pouvoir, je veux dire. Disons que quand t'as des designers qui se sentent obligé de faire sortir l'information que maintenant dans le process de design il y a le coût qui est imposé, qui se sentent obligés de faire sortir cette info aux médias. Tu sens qu'il y a quand même un truc qui est en train de coincer et je me demande, en même temps Microsoft a prouvé qu'on pouvait ou même Google d'une certaine manière a prouvé qu'on pouvait faire du design correct de manière presque accidentelle, quoi. Non. Le compliment qui est genre bam, tu sais. Oui, enfin, tu me connais quand même. Tu sais que pour m'arracher un compliment, faut faire des trucs. Mais donc je sais pas, quoi. Peut-être que enfin, Google a montré que tester 40 teintes de bleu de la manière la plus technique possible à la fin, ça pouvait faire du design, quoi. Donc peut-être que l'approche enfin,
Jeff Williams, qui est quand même un ingé, quoi, il n'est pas connu pour son goût du design. D'ailleurs, quand tu vois le mec, c'est le prototype du mec blanc, américain, d'une cinquantaine... Enfin, il a un côté... Tu serais pas capable de le... Il tue quelqu'un dans la rue, t'es pas capable de le décrire pour faire un portrait robot, quoi. Tu Impossible. C'est un mannequin de vitrine de Gap. Mais complètement. Et donc, bon, on lui connaît pas une sensibilité esthétique particulière. L'Apple Watch est pas un mauvais produit, pourtant. C'est vrai. Bon, il y a peut-être un... Et quelque part, l'Apple Watch, sous la direction de Jeff Williams, avec une approche très technique, très drivée par les chiffres, est un meilleur produit que quand c'était Ive qui se masturbait sur « je veux faire une montre », quoi. Pas faux. Donc, je sais pas, peut-être. Et tu vois, encore une fois, Arnaud a rien lu, sauf un article, et on parle un quart d'heure dessus. C'est fantastique. Parce que c'est un bon article, c'est pour ça. Non, mais Florian, quand il veut, il peut. Hein. Tu vois, encore une fois, quand il faut m'arracher un compliment. Ouais, je vois. Dans un genre assez similaire à cet article, j'ai trouvé un article sur Medium, c'est rare. Why Everything Looked the Same, par Ryan Duffy, qui est sur l'uniformisation du style, notamment en matière d'architecture intérieure. Donc ce qu'on appelle le blending maintenant, et le côté... sans vouloir t'embêter, tu travailles pour une start-up dont le site ressemble au site de 200 start-up du genre. Ah non, mais t'inquiète pas, hein. Et là on est en train de la rebrander, et ce rebranding ressemble à tous les autres brandings, ça me tue. Ça m'exaspère. Et le seul truc qui est différent chez vous, c'est le pied de page du site, que je trouve génial, à tel point que je l'ai piqué pour mon blog, le principe. Et c'est bien, mais malheureusement, il va disparaître, parce que personne fait ça. Bien entendu. Et cet article est intéressant, comme d'hab, le lien est dans la description du podcast, parce qu'il y a... au départ, c'était un article de The Verge qui parlait d'Airbnb et le côté airspace, comment la Silicon Valley et comment l'imagerie de la Silicon Valley et comment le mythe du télétravail envoie la même esthétique à travers le monde. Et finalement, quand tu prends un Airbnb, que tu sois à Tokyo, à Paris ou à San Francisco, c'est le même. Sur le même appart, avec les mêmes meubles. Et j'en suis coupable, hein, je veux dire, j'ai commandé des chaises IMSS, donc... voilà. Des vrais ? Des vrais. Gasp. Le secret, c'est de pas avoir d'enfants. Ça dégage de l'argent. Putain, c'est tellement vrai. Et le mot qu'avait utilisé Cal Shaika à l'époque sur The Verge, c'était airspace, et qui est un mot qui n'est pas resté, parce que Airbnb est devenu autre chose. Mais blending, ouais, je trouve que c'est pas mal, quoi. C'est comment on fait du Très branding, bien. mais le plus... sans vouloir en faire, quoi. Ouais. Et notamment, enfin, le nombre de startups qui ont des logos qui sont complètement interchangeables, quoi. Et ça, tu vois, c'est exactement je suis désolé, je t'ai interrompu très grossièrement, mais j'ai même pensé à partir si je le dis pas maintenant. C'est que c'est typiquement le genre de phénomène que l'intelligence artificielle va propulser à des profondeurs vertigineuses. Par exemple, toutes les générations d'IA sur ne serait-ce que les noms, effectivement, il y a des générateurs Nemify, des trucs comme ça qui créent des noms de boîtes, de produits, ce que tu veux. Et en esthétique, en fait, tout ça, c'est effectivement interchangeable. Et du coup, pour l'IA, c'est un terrain de jeu rêvé, quoi, parce qu'il suffit juste d'itérer sur un truc existant, de cumuler les sources, et boum, t'as un truc presque nouveau, mais en fait, qui n'est pas du tout. Mais c'est forcément un écrasement de l'épaisseur de la culture, quelque part, puisque ça n'est que de la recopie, c'est de la photocopie, et en photocopiant, évidemment, il peut y avoir des artefacts, et il y a des choses intéressantes dans les artefacts créés par les Midjourney et les trucs dans le genre. Mais en même temps, il y a une dégradation. Enfin, je veux dire, quand tu fais une photocopie, à la fin, il ne reste pas grand-chose d'information originale. Et oui, mais je trouve fantastique, par exemple, que toutes les startups de la planète se sentent obligées de payer très cher pour avoir leur propre typo. Mais qu'en fait, c'est à chaque fois la même. C'est la même. C'est toujours la même. Toujours. Et c'est bien, ça évite de payer les 80 000 balles que valent une licence complète d'Helvetica, mais à la fin, c'est Helvetica avec un truc subtilement cassé. Bien sûr. Bof. Toujours pareil. Et je trouve ça marrant, le contraste entre lire cet article-là et en même temps je redécouvre Monocle, où en rentrant de vacances, je me suis arrêté à la gare, j'ai acheté Monocle, qui est ce magazine de design qui fait 300 pages, dont 150 pages de pub. Et où quelque part,
c'est le magazine du blending, quoi. C'est regarder ce que les gens font et faites pareil. Et c'est beau, je veux dire, c'est fantastiquement beau. Et en plus, par ailleurs, il y a un peu de journalisme au milieu. Et c'est un peu comme Playboy, tu vois, les gens qui disaient qu'ils achetaient Playboy pour les reportages. Eh ben, j'ai pas acheté Monocle pour le design et pour les vêtements. J'ai acheté Monocle pour les reportages. Tu vois, je vais prendre la même défense, d'accord? Ok, ça me va très bien. Tu disais que tu avais acheté ça, du coup, tu as acheté autre chose? Parce que tant qu'à faire, autant poursuivre l'achat. La rubrique, je veux dire. Ouais, mais alors, j'ai un peu honte. Un tout petit peu. Vraiment? Un tout petit peu. Je suis allé à Strasbourg en vacances. Et je suis passé 2 ou 3 fois devant une papeterie, qui est la papeterie Monogramme. Puis j'ai trouvé jolie cette papeterie. Alors je dis, 4e ou 5e jour, je dis allez, on va rentrer. Et puis je vois qu'ils ont tout un tas de marques différentes, de carnets, de stylos plumes, d'encre. Je remarque qu'ils n'ont pas de Mont Blanc, et une papeterie qui n'a pas de Mont Blanc, pour moi, c'est une bonne papeterie. Mont Blanc, c'est bien pour les boutiques d'aéroport, c'est pas bien pour les papeteries. Mais il faut acheter un Mont Blanc. C'est par ailleurs des excellents stylos, fort trop cher. C'est pas du tout la même. Trop cher pour ce que c'est, mais il y a beaucoup d'autres choses à acheter avant d'acheter un Mont Blanc. Et puis une Rolex. Même réflexion. Et puis tout au fond de la boutique, je vois une petite. Donc il y a les Nakaya qui sont des trucs faits à la main au Japon, machin truc muche qui valent super cher. Et puis juste à droite, Sailor, qui est beaucoup plus approchable, qui est une de mes marques favorites. J'ai beaucoup trop de Sailor. Toi et moi, on est allés chez Mora Stylo à Paris et j'en suis ressorti avec un Sailor. Le jour de mon anniversaire, il se trouvait que je suis allé chez Monogramme la veille de mon anniversaire. C'est souvent comme ça. Tu peux rien en fait. J'y peux rien, c'est un complot. Et puis je suis ressorti de chez Monogramme avec 215 € de moins sur mon compte en banque, puisque j'ai acheté un Sailor, un Pro Gear Slim, édition limitée, parce qu'évidemment édition limitée, Magno Dianthus. Donc il est évidemment violet, il est évidemment fourni avec l'encre violette qui va avec. Il est évidemment superbe, c'est évidemment le 6e ou 7e Sailor Pro Gear absolument identique que j'ai. Et ça n'a évidemment absolument aucun sens. C'est de la pure consommation ostentatoire. Oh, écoute, c'est ton anniversaire, faut bien se faire plaisir de temps en temps quand même. Non, mais en plus, il y a par ailleurs, pour quelqu'un qui écrit au stylo plume, ça fait partie des tout meilleurs fabricants. Celui-là a une plume ça parlera absolument personne qui nous écoute et c'est génial. Il a une plume en or blanc, en or rodier, 14 carats, et 14 carats c'est assez dur, mais Sailor font aussi du 21 carats, et c'est soft, c'est superbe. Je vous crois, mais j'ai pas envie d'essayer du coup. Je suis vraiment une biatch. C'est affreux parce qu'ils ont à la fois des stylos plumes pour les grands geeks de stylo plumes, donc des trucs affreusement chers avec des plumes énormes. Ils ont alors c'est marrant parce que c'est une marque japonaise, donc les marques japonaises en général ont des plumes assez fines pour pouvoir écrire justement les caractères, les kanji, des choses comme ça. Et ils ont aussi des plumes affreusement épaisses qui déversent des litres d'encre, c'est super pour mouiller le papier. Et donc très très soft, il faut appuyer le moins possible, donc il faut savoir écrire aussi le plume. Et puis ils ont aussi une gamme avec qui est par ailleurs super, avec de la plume en acier, dure comme un clou, ultra fine. Parfait pour les gens qui ont écrit toute leur vie avec des stylos 0,35 ou 0,5. T'y passes, et sans t'en rendre compte, tu mets 200 balles dans un stylo plume, tu mets 300-400 balles la première année à acheter de l'encre dans tous les sens. La plume est tellement fine que pour vider ton premier flacon d'encre, il faut au moins 10 ans, parce que ça pose un demi-millilitre d'encre toutes les 196 pages. Génial, c'est génial. C'est un putain de piège, c'est génial. C'est ce que le Japon fait de mieux en papeterie. C'est absolument génial. Est-ce qu'ils font le papier qui va avec ou pas ? Non, et c'est un grand problème. Il y a une très forte spécialisation. Et par ailleurs, les Japonais font d'excellents papiers. Très clairement. Et notamment les papiers à base de mûrier, c'est pour les stylos plumes, c'est superbe. Et on pourrait... Il y a des gens qui ont des podcasts depuis 15 ans sur le sujet, donc on peut. Mais évidemment, ça vaut fort trop cher, et évidemment, ça n'a aucun intérêt. À la fin, un bon bloc Rhodia avec un bon stylo bic, ça fait l'affaire. Mais Rhodia, c'est la vie. Mais on a le droit de se faire plaisir. C'est vrai aussi.
Je pense que c'est. Enfin, je suis partisan du luxe à petite. Enfin, le luxe est forcément par définition quelque chose d'exceptionnel et de rare, quoi. S'il devient plus rare, c'est plus quelque chose qu'on apprécie autant. C'est pour ça que j'aime bien être un peu pauvre quand même. C'est que je pense que du coup, enfin, j'ai quand même cette relation au luxe, je peux toujours chercher quelque chose de plus, quoi. Je faisais la réflexion en visitant un ami dont l'objet luxueux du quotidien, c'est le savon pour les Ouais. mains. De Aesop, un truc qui coûte beaucoup trop cher pour ce que c'est, bien entendu, mais c'est du Aesop et ça sent super bon et c'est agréable et on se lave les mains souvent, donc voilà. Et j'aime bien cette idée d'avoir un petit peu de luxe de temps en temps dans la maison, tu vois, très précisément. C'est ce qui est chouette avec cette collection, si tu veux, c'est qu'elle prend 2 tiroirs. Mm. Ouais. Et il y a X dizaines d'encres différentes et une palette de prix dans les stylos. Enfin, ça va, le moins cher vaut 2,50€ et le plus cher doit valoir 300 ou 400 balles. Donc, c'est pas non plus des trucs incroyables. Oui, J'ai pas de stylo à 3000 balles, quoi. Pas encore. Non, jamais. Et c'est des trucs que j'utilise tous les jours. Mm. Donc c'est luxueux dans le sens que c'est absolument inutile et que quelque part ça fait presque moins bien le boulot qu'un bête stylo bic. Mais c'est du luxe relativement accessible et puis c'est un objet que tu utilises absolument tous les jours. Il y a enfin, c'est sympathique quoi tous les jours de se dire ah c'est sympa, l'encre est mignonne, c'est super confortable, ça écrit bien. C'est pas comme les gens qui collectionnent, je sais pas moi, les cartes Pokémon et qui jouent pas à Pokémon quoi. Oui, c'est ça, c'est pas un luxe stérile. Je pense que on est mené par le plaisir beaucoup dans ce qu'on fait et si ton travail est aidé par un outil que tu as du plaisir à utiliser, bah ça change de vie quoi, littéralement en fait. Et évidemment, j'écris pas mieux avec un stylo plume qu'avec un stylo bic. Mais qu'est-ce que t'en sais? Qu'est-ce que t'en sais? En vrai, c'est une question de climat, quoi. Je pense que t'écris mieux sur un balcon face à la mer avec un peu de soleil, tu vois, et un petit vent frais et tout ça, parfait. Oui. Mais à l'ombre, évidemment. Voilà. Oui, non, mais on est bien d'accord, il y a de ça, mais enfin, ça fait pas. Ce stylo, c'est ça. À la fin, ça fait pas mieux le boulot, quoi. C'est un stylo, quoi. C'est un climat. Mais violet. Ah, donc bah, bien. Ça change tout. T'as acheté des trucs moins chers que moi, je crois. J'ai acheté des trucs. Oui, c'est un très bon point. Après des années de recherche, non, bon, quelques semaines, quelques jours, allez, bon, quelques heures, de recherche sur un mousseur à lait, parce que je me posais la question du mousseur à lait, parce que c'est un truc que j'avais jamais eu de ma vie, et j'aime bien la mousse. Donc je me suis dit, tiens, pourquoi pas. Spoiler, je m'en sers jamais. J'ai décidé d'acheter un mousseur à lait, du coup, et j'étais sur le point de prendre celui de Nespresso qui coûte 90 balles. Et puis, à ce moment-là, chez Ikea, ils ont eu en stock leur petit truc de merde à 2,49€. Bah, du coup, je l'ai acheté. Et c'est pas un très bon design. Mais ça fait le job. Une fois que tu as réussi à insérer les piles, ce qui prend environ un quart d'heure. Et c'est hyper puissant, en fait. Genre, tu le mets dans ton truc et ça déborde de ouf. Donc, il faut trouver le bon angle pour le mettre. Voilà. Et ça fait de la mousse. Je pense que je sais pas trop à quoi m'attendre, donc je suis un peu content, mais sans plus non plus. C'est pas quelque chose qui me transcende mon quotidien. J'aurais aimé que ce soit la même mousse en fait que quand tu fais le café ou le cappuccino, peu importe, tu vois, initial. Ah, c'est dur ça. C'est dur ça. La mousse très sèche. Ouais. J'avais il y a longtemps, j'ai arrêté parce que c'est au quotidien, c'est un peu trop chiant comme infrastructure, mais j'avais il y a longtemps une machine à espresso, une vraie. C'est vrai que monter le lait à la baguette à vapeur, c'est quand même autre chose, quoi. Mais à la fin, ça demande de faire démarrer ta cafetière 45 minutes avant que tu te lèves. Alors que là, ton truc, il vaut 2,99€, ça prend 15 secondes, et t'as 90 ou 95% du plaisir d'avoir de la mousse dans ton café, quoi. 80%. Peu importe. 75 peut-être. À la fin, ça marche, quoi. À la fin, ça fonctionne, c'est vrai. Et ça marche pour 2,99€. Ça fait partie de ces produits. J'aurais pu en parler dans la rubrique acheter, mais par ailleurs, j'ai acheté des plafonniers chez Ikea cette semaine. Et j'ai aussi acheté une ampoule. Et c'est con, mais les ampoules de chez Ikea valent affreusement moins cher que toutes les ampoules que tu trouves absolument ailleurs. Sont souvent plus jolies, parce qu'elles sont de plus en plus jolies, les ampoules d'Ikea. C'est vrai. Et par ailleurs, elles produisent pas de la lumière de moins bonne qualité, quoi. Et il y a... Le seul problème d'Ikea, c'est qu'ils savent pas livrer. Oh, tellement. Mais plus ça avance, plus je trouve qu'IKEA fait des choses sympathiques. Alors, je crois que c'est à nuancer, bien entendu.
Mais je suis d'accord sur ce que tu dis, surtout les produits qui existent depuis un certain temps et sur lesquels ils itèrent, en fait. C'est ça, parce que même la Ouais. Billy, quoi, la qualité de la Billy a augmenté, quoi. Enfin, ça devient sympathique, Ouais. quoi. Et le prix a pas forcément triplé, quoi. À l'inverse, il y a des choses, je crois, qu'ils font depuis longtemps et qui sont de moins bonne qualité parce que les matériaux sont moins bons. Notamment, là, on a dû... je l'ai acheté hier, donc j'ai pas noté dans la rubrique, mais on a racheté un canapé, mais un truc vraiment de base parce que, bon... avec les 2 félins à la maison, on est obligé de prendre un truc. Ça nous frustre énormément. On voudrait un truc énorme avec une méridienne de ouf. On peut pas, parce que ces petits Attila vont n'en faire qu'une bouchée. Et du coup, on a payé un truc à 300 balles, enfin même 220 balles, je crois. C'est vraiment rien du tout. C'est un truc d'étudiant à la base, je pense. Et mais les commentaires, alors qui valent ce qu'ils valent, hein, donc probablement pas grand chose. Mais ils disaient que la version d'il y a 4 ans, 5 ans tenait mieux que celle de... Voilà. Je sais pas si c'est une vue de l'esprit à chaque fois, j'ai toujours un peu une double opinion là-dessus, mais je veux bien croire qu'ils économisent sur certains... Enfin, sur les achats d'échelle, quoi. Et que du coup, certains produits soient moins bien faits qu'avant. Mais à l'inverse, par contre, le design, je pense, est vraiment mieux sur certains trucs. Et ça change pas mal de choses. Et je crois qu'il y a des startups dans le monde du matériel électronique qui devraient faire très attention à ce que Ikea fait parce qu'Ikea est en train de les bouffer. Et notamment dans le monde de l'audio, ce qu'Ikea fait avec Sonos est assez incroyable parce que leurs enceintes sont absolument pas dégueulasses. Alors, ils utilisent des haut-parleurs qui sont des haut-parleurs tout à fait standards. C'est pas Ikea qui fabrique, c'est une boîte qui fabrique les haut-parleurs pour absolument 90% de la planète qui les fournit. Mais l'étage électrique qui est dessiné par Ikea, il est genre fait correctement. Et le module Sonos qui est dedans, c'est le même module que dans les Sonos One, sauf que les Sonos One valent 3 fois plus cher. Donc c'est quand même... Ikea fait des trucs, quoi. Et en domotique, ça va être terrible. Hein. Moi, il y a pas mal de boîtes de domotique. Je serais concurrent d'Ikea, j'aurais peur, quoi. Donc ça fait 3 épisodes que tu nous rebats les oreilles de la série Amazon autour de Tolkien. Je crois que tu as envie, et j'espère que c'est la fin de cette série fort trop longue, je crois que tu as encore envie d'en parler et de tuer ce sujet une bonne fois pour toutes. S'il te plaît. J'espère que tu le tuerais une fois, si. une fois pour toutes. C'est ce qu'on appelle un trauma, je pense. Donc. Mais non, oui, c'est vrai. C'est incroyable. Tu lis en moi comme dans un livre ouvert. Non, c'est... En fait, je songeais du coup forcément, puisque j'aime songer, à la différence qu'il y a entre la série et donc les films, les livres, films que je suis en train de revoir. Et c'est évidemment, il y a de la nostalgie qui joue, ça, mais je suis très ému par les films. Les dialogues, la musique, tout ça, bon voilà. Ce qui n'est pas du tout le cas de la série. C'est une émotion qui est parfois difficile à... Par exemple, je peux être aussi ému par un jeu... un JRPG auquel je joue, la Xenoblade Chronicles 3, à base d'adolescents et de jeunes filles à gros nichons, qui a quand même ces moments un peu de noblesse, choses comme ça. Enfin, tous les sentiments un peu, tu vois, un peu idéaux, tout ça, bon, me font un peu quelque chose. Je pense que c'est l'impression d'être un peu tiré vers le haut. Quelque part. Je lis dans les notes parce que je triche, c'est pour ça que je suis capable de lire dans toi comme dans un livre ouvert. C'était pour ça. Je suis ému par un jeu japonais avec des adolescents pleins de feu et de noblesse et des adolescentes avec des nichons énormes. Tu vois, ça c'est vendeur, ça donne envie. En plus, c'est tellement honteux ce jeu parce que le modèle de marche des caractères, t'as les mecs qui marchent comme ça, bon, voilà, un peu. Et les meufs, c'est genre, boum, coup de cul à gauche, boum, coup de cul à droite, boum, coup de cul. Et les nichons ont leur propre moteur physique, ce qui fait qu'ils rebondissent à chaque pas. C'est incroyable, c'est dément. Et du coup, bon, mais je sais pas, ça me fait rien, enfin pas grand chose, mais en tout cas, ça reste fascinant. Tu vois, je me demande dans la capacité des moteurs graphiques à reproduire la physique, les lois de la physique, je me demande ce qui tient de la lubricité de l'ingénieur. Beaucoup, visiblement. Voire tout, je dirais. Parce que là, clairement, il y a un souci. Ça défie la gravité complètement... Enfin, c'est absurde. Mais ça devient presque de l'art tellement c'est absurde. Bon. Qu'est-ce qui, tu vois... Enfin, la question qui m'interroge là-dedans, la question que je me pose, c'est... Est-ce que ces sentiments d'émotion, tu vois, sont signes d'une attraction vers ce qui est beau, / noble, / vrai, dans le sens où
Si ça fait un peu roudoudou dans le bidou, c'est mignon, mais est-ce que ça tire vraiment vers le haut, tu vois? Plus généralement, vu que c'est quelque chose une question que je voulais te poser à toi aussi, qu'est-ce qui, toi, à part les divertissements décérébrés qu'on aime tous, qu'est-ce qui t'émeut, toi? Qu'est-ce qui fait, selon toi, une bonne histoire, qui soit inspirante? Pour moi, j'ai des idées, mais pour toi, est-ce que tu as des idées là-dessus? Enfin, voilà, une question vaste. Et j'ai marqué dans les notes, tant qu'on garde un vague rapport avec les technos, mais parce que je crois que c'est quelque chose que j'ai déjà dit, mais peut-être qu'une partie des problèmes que tu as avec Rings of Power, c'est quelque chose qui tient dans les possibilités techniques. Et en même temps, enfin, toute l'histoire du cinéma ou de la série télé, c'est comment est-ce qu'on utilise ce médium pour montrer des choses qui n'ont jamais été montrées. J'entendais, je vais encore être obligé de citer Merlin Mann, mais cette fois-ci dans Dubai Friday, je l'entendais parler de ses rêves et de la manière très impressionnistique qu'il avait de rêver, et que quand il transcrit ses rêves, c'est finalement l'auteur en lui qui ajoute un fil narratif, mais qui est probablement pas présent là, et que certains des films qu'il préfère, c'est des films qui ont un rapport très impressionnistique à la réalité, et notamment il prend un exemple de quelqu'un qui, alors je sais plus s'il se fait tirer dessus ou si un coup de poignard et de la blessure sortent des oiseaux. Qui est quelque chose que tu peux montrer une fois que tu sais faire des effets spéciaux, et où la technique te donne des nouvelles possibilités narratives, et toute l'histoire de l'art, enfin la raison pour laquelle encore aujourd'hui je me sens obligé, à chaque fois que je vais dans une nouvelle ville, je l'ai encore fait la semaine dernière à Strasbourg, je passe la moitié de mon temps dans les musées, c'est parce que merde quoi, c'est quand même sympa à l'art et ça te montre comment avec la technique et comment en dépassant la technique tu dépasses ta condition humaine et t'arrives à exprimer des choses que t'arrives pas à exprimer en parlant, en montrant, et t'es obligé de passer par la technique pour transcrire quelque chose, pour halluciner la réalité. Je sais pas le dire autrement quoi. Et c'est ce qui m'embête quelque part face à toute la discussion qu'on a face à l'intelligence dite artificielle et tous ces trucs qui dessinent là, et on appelle ça du daydreaming, et je suis pas sûr que ce soit du rêve, parce que c'est moins impressionniste que le rêve, et je suis pas non plus sûr que ce soit une hallucination de la réalité, parce qu'il y a la question qui m'obsède, c'est la question de l'intention. Et tout à l'heure on le disait, hein, il y a quelque part ça agit comme une photocopie, et l'artefact de la photocopie, c'est pas une intentionnalité quoi. Et où les artefacts que je préfère, c'est les artefacts intentionnels. C'est tu crées les conditions pour que quelque chose casse. Et là, c'est pas le cas, quoi. Quelque part, le défaut est un défaut. Il n'a pas été prévu, et c'est quelque chose à éliminer. Et moi, ce qui me parle vraiment, et surtout dans tout est imparfait, quoi. Et ce qui me plaît, ce qui me parle, c'est quand l'artiste est capable de gérer cette imperfection et est capable de dire c'est imparfait, mais j'en tirerai mon parti. Et je disais cette semaine sur le blog d'Andy Bayo, il réfléchit beaucoup en ce moment aux questions des modèles aux modèles de diffusion, et il y a une artiste qui s'appelle Holly Mengert qui s'est retrouvée quelque part plagiée par Stable Diffusion, donc un type qui a pris les dessins de Mengert, qui les a foutus dans Stable Diffusion, et où maintenant tu peux dire je veux une illustration de tel ou tel truc dans le style de Holly Mengert. Et donc Andy Bayo est allé l'interviewer, et ce qu'elle répond, et enfin ça m'a incroyablement touché. Ce dont je suis fier en tant qu'artiste, ce sont les expressions authentiques, les designs attrayants et les personnages attachants. Et j'ai l'impression que c'est une chose avec laquelle l'IA en général a le plus de mal. J'ai l'impression que l'IA peut imiter les textures des brosses et le rendu, et reprendre certaines couleurs et certaines formes, mais c'est pas nécessairement ce qui vous rend vraiment embauchable en tant qu'illustrateur ou designer. Si vous y réfléchissez, le rendu, les coups de pinceau et les couleurs sont les aspects les plus superficiels de l'art. C'est quand même terrible. Ce que tu vois, c'est finalement ce qui est le plus superficiel. Je pense je pense que ce à quoi les gens s'attachent en fin de compte dans l'art, c'est un personnage attachant. Un personnage avec lequel tu as une relation. Elle fait beaucoup de dessins avec des personnages, des trucs un peu Disney, trucs ça, donc c'est pour ça qu'elle parle des personnages. Et je vois que l'intelligence artificielle a du mal avec ça. L'intelligence artificielle n'a pas d'intention. Est-ce que les gens sont capables de percevoir, au-delà de la technique, c'est l'intention. Soulage. Quand il balance du noir sur une toile, ouais, c'est du noir sur une toile, d'accord. Et c'est complètement hermétique, mais il y a une intention. Et
Et tu sais quoi? Quand t'es dans une pièce avec du soulage, et que tu t'arrêtes et que t'es tout seul dans une pièce avec du soulage, tu finis par chialer. Hein. C'est puissant de balancer du noir sur une toile. Hein. Mais pas n'importe qui peut balancer du noir sur une toile, et ça te fait quelque chose. Comme quoi, il y a un truc quasi mystique. je sais que ça te parle, mais c'est le truc qui m'a toujours gêné avec la théorie kantienne du beau, quoi. C'est intensément bourgeois. il faut des volumes et des volumes et des volumes d'histoire de l'art, selon Kant, pour être capable d'apprécier la beauté, quoi. En tout cas, si tu prends la théorie kantienne et que tu l'appliques à l'art contemporain, ce qui, je sais, pour toi est quelque chose d'affreux. Affreux. mais je crois qu'on peut. Oui, je crois qu'on peut trouver de la beauté dans des choses absolument hermétiques. Ouais. Et il y a évidemment tout un courant d'art contemporain qui n'existe que pour blanchir de l'argent. Enfin, Koons, quoi. Koons, c'est une banque, c'est pas un artiste. Oui, très clairement. Mais il y a du beau dans des trucs moches, et ce qui est vraiment beau, c'est l'intention. C'est, pour prendre des mots qui vont te faire jouir, c'est la force de l'âme, à la fin. Et je crois que c'est ce qu'il faut préserver face à la machine, quoi. Et c'est ce que la machine ne sait pas faire, et je crois qu'elle ne saura jamais le faire. Et c'est ce qu'il ne faut pas qu'on perde. C'est pour ça que j'aime tellement cette idée d'incantation quand on parle d'intelligence artificielle. Il y a un côté, c'est dans notre capacité à jeter des sorts à la machine qu'il y a quelque chose qui se joue, quoi. Et donc c'est vraiment l'humain démiurge, quoi, qui est pétri d'hubris, mais qui est pétri d'intention créative. Et c'est ça qui crée quelque chose. Et c'est l'humain plus la machine, c'est pas la machine à la place de l'humain. Et le mauvais art, c'est le mauvais art où tu vois les techniques, c'est le mauvais art, c'est l'art où tu vois les ficelles, c'est l'art où tu vois la machine. Et dans plein de discussions qu'on a, j'ai l'impression que les trucs qui nous touchent le moins, c'est les trucs où on voit les ficelles. Ça aurait du sens, hein. C'est vrai que je pense qu'on est d'ardents adeptes du dogme de Jobs qui dit que la technologie est à son meilleur quand elle est invisible, quoi. Donc il y a cet aspect-là. Pour que le charme fonctionne, il faut qu'on soit charmé, quoi. Enfin, entre guillemets. C'est-à-dire qu'il faut que le tour soit un tour. S'il n'y a pas de prestidigitation, il n'y a pas de tour. Mais ce que disait Arthur Clarke sur la technologie, quoi, une technologie qui est suffisamment avancée, c'est une technologie que tu peux pas distinguer de la magie. Et en fait, c'est l'inverse. Ça, il faut que la technologie soit magique pour qu'on puisse la considérer comme avancée. C'est-à-dire, il faut qu'on puisse ne plus voir les ficelles pour que ça cesse de devenir de la technologie et que ça devienne une évidence. En fait, il faut la retourner, la loi de Clarke. Mais c'est ça. J'ai des choses à dire. Je savais que je réussirais à le casser. Là, je suis un peu ennuyé parce que ce que tu me dis là, je pense que je suis presque d'accord, mais j'ai l'impression que si je remonte ça jusqu'à toutes ces conséquences, je serais pas d'accord. Mais parce que j'ai employé un mot païen et que pour toi, c'est pas possible. C'est peut-être pour ça, ouais. C'est vrai que le terme magie me... Et voilà, c'est foutu. Je sens qu'il y a un truc chelou. C'est un peu, en fait, je crois aussi, j'en profite pour faire un pont avec Tolkien, encore une fois, soyons fous, je peux en parler que pendant cet épisode, après j'arrête. Donc je profite jusqu'au bout. La magie dans Tolkien est très intéressante, l'usage de la magie est très intéressant. C'est que il y a une magie universelle, quoi, je pense, enfin bonne, on va dire, et puis une magie technique. Évidemment, il y a toute une magie noire, évidemment aussi, mais qui souvent s'associe à la technique. C'est celle qu'emploie Saruman, c'est celle que voilà. Et à l'inverse, t'as celle de Gandalf, tout ça, qui est plus une magie qui est, je crois, qui est pas tant en soi une force elle-même qu'une projection par le prisme de la personnalité d'une force supérieure. Est-ce que j'ai le droit de dire qu'il y a une magie naturelle et une magie industrielle ? Oui, on peut dire ça comme ça, je pense. Mais la magie naturelle existe à travers les gens. Tu vois ce que je veux dire ? Tandis que celle industrielle, elle va être plutôt chercher sa force dans elle-même, dans l'individu, dans le caractère. Et c'est un peu l'interrogation que j'ai sur la conception de... Enfin, j'arrive pas à être d'accord avec l'emploi du mot art et intelligence artificielle, quoi. Pour moi, c'est deux choses très différentes et qui pourront pas jamais être trop rassemblées. Et si ça l'est un jour, c'est qu'il faut se poser des questions sur
les entités qui travaillent derrière l'IA, quoi. Mais je crois que c'est là-dessus qu'on n'est pas d'accord à la fin. C'est-à-dire que pour moi, l'IA, enfin, c'est comme un pinceau, quoi. Ouais, mais alors, un pinceau qui ressemble beaucoup à un couteau pour s'ouvrir les veines pour signer un pacte avec le diable, quoi. C'est genre, c'est un pinceau quand même qui est pas juste. C'est là que je me pose la question sur l'outil, en fait. C'est encore une fois c'est bizarre, un sujet qu'on n'a jamais évoqué auparavant. C'est est-ce que le pinceau utilisé là n'est pas aussi n'implique pas des conséquences qui nous dépassent. Enfin, autant, tu vois ce que je veux dire, parce que c'est beaucoup plus complexe qu'un pinceau. Et c'est là où est le danger. C'est un pinceau est immédiatement plus appréhensible dans les deux sens du terme. Oui. Et le retour du pinceau, c'est-à-dire quand tu appuies trop fort avec un pinceau, ça se voit tout de suite. C'est pas le cas avec ces boîtes noires. Et le fait que ce soit des boîtes noires pas documentées, dont on maîtrise pas, et la source, c'est-à-dire les données avec lesquelles elles ont été entraînées, et ce qui se passe à l'intérieur, et le fait que ce soit tellement compliqué, ça devient un art en lui-même de faire ces fameuses incantations. C'est ça. Est un véritable problème. Mais à la fin, je pense qu'il est tout à fait capable de peindre avec l'IA, d'écrire avec la machine. Et le risque, c'est deux choses. C'est d'abord de ne pas vouloir se poser la question de ce que ces choses font à l'art. Oui, c'est clair. Parce que c'est infiniment plus compliqué que ce que fait un ciseau ou un pinceau ou un stylo-plume. Parce que c'est multidimensionnel, tout à fait. Et parce que ça nous dépasse très largement et que je peux tailler une plume, je peux réparer un pinceau. C'est beaucoup plus difficile pour moi d'aller coder un truc d'intelligence artificielle. Ça me dépasse un petit peu, quoi. Donc il y a ça. Et le deuxième truc, c'est qu'il y a ton intention d'artiste qui est en concurrence avec l'intention du créateur du modèle de diffusion. Exactement, c'est ça. Ou du day, mais c'est ça, c'est qu'il y a beaucoup de volonté à l'œuvre, quoi. Alors que l'intention de l'artisan qui a fait ton pinceau en poil de sanglier, bon... C'est relativement direct. Et notre ça va, quoi. Quoi. Il n'y a pas trop de... Voilà, ouais. Et si jamais il y a une interférence, je change de marque de pinceau, je veux dire. Bon. Oui. Ça veut dire que c'est un mauvais pinceau pour toi, et voilà, quoi. Là, c'est infiniment plus complexe. C'est le souci que j'ai, c'est que... à quel niveau Enfin, il y a quand même un rapport plus éloigné, je crois, entre ce que tu produis par l'IA que ce que tu produis par toi-même. Et c'est pas un outil neutre, encore une fois, parce que c'est un outil avec tellement de couches. Exactement comme le téléphone peut l'être. C'est pas une... Envoyer une lettre à quelqu'un n'est pas la même chose que d'envoyer un texto, parce que les processus impliqués sont pas les mêmes, et parce que le support n'est pas... Enfin, la consommation n'est pas la même, et toute la dialectique est influencée par ça. Mais de la même manière qu'on a des artistes qui ont été capables de réinventer non pas seulement la peinture en tant que support, mais la peinture elle-même, pour trouver des nouvelles couleurs. Il va y avoir des nouvelles formes d'artistes qui sont des codeurs et qui sont capables de créer leur propre modèle. Et j'espère fortement que tout ça sera open source, parce que je crois que c'est aussi une des clés au problème. Et qui, quelque part... Je crois pas à la fin qu'on puisse avoir de l'art vivant sans que les artistes s'emparent de leurs outils. Et encore une fois, le problème, c'est que c'est affreusement plus simple de s'emparer de ton pinceau, de s'emparer de ton stylo-plume et de comprendre comment il fonctionne que d'un ordinateur ou que d'un modèle de diffusion. Mais j'ai aucun doute que c'est qu'une question de temps et qu'on finira par y arriver. Si on se donne les conditions de le faire et qu'on laisse pas 3 boîtes privatiser le domaine. Ouais, ce qui y arrivera de toute façon. C'est là que je suis... Enfin, pour cette raison-là, donc déjà la privatisation de l'outil, mais aussi la question de la contrainte et de la créativité qui en découle, et aussi la question de... enfin, justement, du rapport entre l'œuvre et la personne qui crée, quoi. Enfin, je pense que notre désaccord serait là-dessus, c'est que moi, je débrancherais tout ça assez vite. Parce qu'il y a aussi ces questions du rapport tout simplement à la réalité, quoi. C'est-à-dire que plus tu agrèges des choses, et potentiellement, du coup, par le même process, enfin, comment dire, il n'y a pas d'assimilation de la différence. L'assimilation tout court crée forcément un nivellement par le bas, quoi. Il y a un creuset dans lequel tout se fond. Et du coup, la création qui en résulte est forcément quelque chose de dégradé. Et... voire dégradant. C'est ce qui m'ennuie beaucoup avec ce processus-là, qui n'existe pas, je pense, ailleurs. C'est-à-dire qu'on a déjà, à mon avis, des œuvres
sur lesquelles je m'interroge en termes de ce qu'elles apportent à la société, quoi. Mais ça peut qu'amplifier le problème, je pense. Non, mais je trouve marrant qu'à la fin, on a eu des conversations, toi et moi, fabuleuses sur la régulation du discours, notamment pendant la pandémie, sur est-ce qu'il faut... qu'est-ce qui est le moins pire et qu'est-ce qui est le plus bien entre noyer la propagande des gens qui n'ont rien compris à comment fonctionne un vaccin sous du discours qui rétablit à peu près la vérité, en gardant de l'humilité pour dire on sait pas tout et tout ça, ou bloquer le discours de ces gens-là. Ou quelque part renforcer le complot en rendant le complot réel. C'est-à-dire, quand les gens te disent « Bah oui, mais on me laisse pas parler », bah oui, effectivement, on te laisse pas parler puisqu'on t'a on t'a censuré. On t'a censuré pour des raisons probablement très, très bonnes, mais ces raisons très bonnes, finalement, elles abîment la liberté d'expression. Et à l'époque, j'avais tendance à dire là, maintenant, tout de suite, on n'a pas le temps, et donc il faut bloquer un certain nombre de trucs. Quand en normal, je dirais qu'il faut pas bloquer. Quelque part, on est en régime dérogatoire et donc il faut déroger à la liberté d'expression. Et je pense que j'avais tort. Et où tu tenais le discours inverse, qui était non, mais je suis un affreux mec de droite et on me censure déjà suffisamment, donc il faut pas continuer à me censurer. Par ailleurs, t'as été le premier à aller te faire vacciner, ce qui est quand même, ce qui montre que t'es pas tout à fait con comme mec de droite. Il y avait aussi une certaine contrainte, faut dire. Je vais être très honnête, hein, c'est que vivre à Paris sans rien pouvoir faire de ta vie, c'est pire que tout, c'est l'enfer en fait. Donc le vaccin n'était pas une option. Et tu vois, les termes que j'utilise sont intéressants parce que je politise la vaccination, ce qui est terrible. Oui. Alors que c'est pas une affaire de politique, c'est enfin bon. Mais c'était les termes du débat à l'époque. Et donc j'avais dit, puisque c'est les termes, on s'en sortira pas sans, au bout d'un moment, dire là non, juste ta gueule et stop quoi. Et je pense que j'avais tort. Et la liberté d'expression, à la fin, c'est le truc le plus important. Et il faut laisser les abrutis s'exprimer, mais il faut quelque part parler plus fort qu'eux et les noyer, quoi. Et pas donner flanc au complot, quoi. Et je trouve drôle qu'aujourd'hui, ce soit finalement nos positions se soient complètement inversées, où ma position ce serait plutôt de dire non, laissons les machines tourner oui. Et laissons voir ce que ça va donner comme justement expression et quelle nouvelle liberté on peut retrouver. Toi qui dises non, stop, arrêtons tout ça, débranchons tout, rien de bien en sortira. Je trouve ça fascinant. Oui, c'est intéressant, ouais. Je me demande ce que ça veut dire si on creuse un petit peu. Mais ouais, je crois que j'ai profondément mal à l'aise, mais sans doute parce que y a tout un aspect, je pense, on peut dire mystique hein, aussi à ce enfin tout échappe en fait à l'individu dans ce processus-là et non, enfin une grande partie en tout cas. Non, mais oui, d'accord, on peut apprendre le langage, on peut apprendre la syntaxe, on peut en sortir des choses qui nous intéressent, mais je crois pas que ce soit la bonne manière de le faire. Je sais pas comment dire. Il y a quelque chose. Mais à la fin, et sans vouloir nous caricaturer plus qu'on se caricature déjà, mais à la fin, c'est là où on voit que t'es catholique et que je suis profondément protestant. Ouais. C'est-à-dire que seule la foi compte, et je pense que l'humain peut tout faire, y compris être aux commandes de la machine et créer, et que toi, tu prétends que l'humain peut pas créer, il peut que copier. Mais des fois, il copie bien. Hein. Oui, non, mais on est bien d'accord. Mais à la fin, tu penses qu'il y a qu'un seul créateur et que nous, on n'est pas des démiurges et qu'on fait que copier. Et moi, je pense que non, on est des démiurges. Effectivement, c'est peut-être ça la différence. Ouais. Oh là là, quel scoop. Non, mais mais c'est intéressant que tu utilises des mots comme attraction vers le beau, le noble, le vrai. Le beau et le vrai, mettre les deux ensemble. Qui est une discussion qu'on a déjà eue dans ce podcast il y a longtemps, mais lier les deux, ça prouve, enfin, ça montre quand même quelque chose de. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois très bien. Ouais, c'est bizarre parce que c'est à la fois satisfaisant d'arriver à cette conclusion-là et en même temps un peu blasant. Mais ouais. Tu vois, le jeu que tu aimes, c'est un jeu que tu aimes parce que les éléments que tu donnes, les adolescents plein de feuilles de noblesse, d'accord, c'est de la narration. Mais les adolescents avec des nichons énormes, et tout ce que tu as décrit du jeu, c'est la technique. Super Mario Bros 3 te fait pas le même effet, quoi.
Et en même temps, la technique repousse ton engagement, c'est-à-dire qu'il faut que tu aies moins d'imagination pour te projeter dans le truc, alors que Super Mario, c'est vrai. il faut se projeter pour voir le plombier, quoi. Oui, tout à fait. Mais en même temps, c'est la technique c'est l'exploitation de la technique à des fins narratives qui te permet de te projeter là-dedans. Oui, c'est un très bon point que tu soulèves là. Je me demande si c'est une bonne chose, justement, du coup. C'est-à-dire que quelque chose... Tu vois, une Andromaque de Racine, tu vois. Il y a une certaine exigence. C'est-à-dire que t'arrives, tu dois quand même écouter un petit peu ce qui se passe pour comprendre ce qui se passe, quoi. T'es au théâtre, mais de manière active, quand même. T'as pas le droit de laisser ton cerveau en pause, parce que sinon tu loupes un verre et tu comprends plus rien. Là, ce que la technique permet, c'est vrai que elle permet une expression plus directe de ce que tu veux dire, peut-être au détriment de cette espèce d'engagement individuel dans l'action. Peut-être que c'est aussi une des choses que je crains un petit peu, c'est qu'au fur et à mesure, ce soit un peu fast-food à chaque fois, quoi, d'un peu plus. Mais est-ce que c'est pas quelque part la vieille discussion entre le cerveau et les tripes, quoi? Oui, Andromaque, c'est le cerveau, mais finalement Xenoblade, c'est les tripes. Et c'est le rapport quelque part presque physique. Tu sais, la jubilation très physique, quoi, que tu peux avoir face à ça. Je crois pas qu'elle existe sur un plan forcément inférieur à la joie très cérébrale que tu peux avoir face à Andromaque. Enfin, rire à cause d'une blague ou te forcer à rire, à la fin, c'est la même chose, physiologiquement. Non, mais... physiologiquement, à la fin, c'est la même chose. Et la conséquence peut causer les causes. C'est très pascalien, tout ça. On en revient toujours à cette... On revient toujours à Pascal, c'est incroyable. Je pense qu'il nous écoute. Et on est d'accord que c'est plus naturel de rire à une blague que de rire tout seul. Mais à la fin, c'est la même chose. Et là-dessus, t'es pas d'accord. Pas tout à fait. Ouais. mais un peu quand même aussi, parce que c'est pascalien. Donc je peux pas être trop d'accord avec Pascal, sinon je perds tous mes repères. Non, c'est... je sais pas, tu vois. J'ai pas envie de classifier, effectivement, Enfin, il y a sans doute un contexte et une ambition moindre aussi dans le jeu vidéo que dans la pièce, quoi. C'est-à-dire que c'est pas les mêmes effets recherchés, et c'est pas les mêmes... Enfin voilà, il y a pas les mêmes problématiques, quoi. Et d'un autre côté, je veux pas non plus que... Enfin, c'est pas du tout... Je pense pas que ce soit élitiste comme réflexion, dans le sens où un des problèmes de l'art contemporain, pour le coup, à mon avis, c'est que c'est très élitiste, et dans le sens où rendre le message inaccessible et le dissimuler derrière beaucoup d'ego et tout pose un problème d'accessibilité de l'art, et du coup de privatisation, enfin de priver plutôt même la société, en fait, de ce qu'elle pourrait recevoir, quoi, en termes là-dessus, on est bien d'accord. En termes de nutrition, quoi, je veux dire. Donc ça, c'est un souci. Mais et du coup, enfin, d'autant plus le jeu et ce qu'il apporte en termes d'émotion, de ça. Je suis plutôt très pour, quoi. Enfin, je pense que les choses populaires sont vraiment importantes. Enfin, je suis le premier à les consommer à grande dose, et voilà. Et je pense que si certaines choses populaires étaient plus artistiques, du genre les émissions TPMP sur une chose, bah, on aurait peut-être une meilleure société aussi, quoi. Bon, peu importe. Mais ouais, c'est vraiment, je crois, c'est vraiment cette question de tirer vers le haut. En fait, j'ai une analogie qui est vraiment nulle, parce que c'est pas très argumenté rationnellement dans ma tête encore, mais que avec l'IA et ce rouleau compresseur, il y a tout ce nivellement, cet écrasement qui se fait, et du coup un appauvrissement de la substance, et de l'autre côté avec d'autres formes d'art et de contraintes appliquées notamment sur l'outil, et le fait qu'on peut pas faire tout ce qu'on veut, justement, ben on arrive à cette créativité supérieure supplémentaire. Et que avoir plus de moyens quand on n'a rien demandé, c'est pas forcément une bonne chose. Et je crois même que c'est plutôt mauvais, encore une fois, la béquille pour des gens qui marchent bien, quoi. Et qui atrophient les muscles de la marche. Et marcher, c'est bien. On avait dit ça. Tout est lié, t'as vu, de manière complètement incompréhensible, mais tout est lié. Mais ça se trouve, on est d'accord sur beaucoup de choses, en fait, sur beaucoup de points que je viens de soulever, tu vois, Et comme tu dis, c'est vraiment juste une question de vision de la vie. Non, c'est intéressant que tu te sois senti obligé d'aller chercher Andromaque, mais Andromaque, ça a été... le plus vite d'Andromaque, c'est quelques centaines ou quelques milliers de personnes.
Et que finalement, aujourd'hui, des millions de personnes puissent lire Andromaque, c'est presque une erreur, c'est presque une anomalie. Alors que Xenoblade, parce qu'il présuppose un saut technologique, il y a 300 ans d'écart entre les deux, Xenoblade présuppose une audience globale, mondiale, avec des références culturelles différentes, et donc il faut être capable d'aller parler à ces différents gens avec des références soit partagées, soit suffisamment proches pour que tu puisses avoir envie justement d'aller explorer cet écart et de voilà, et comment la globalisation n'est pas vraiment une globalisation, c'est plutôt une espèce de kaléidoscopisation, et où voilà, le nombre d'Européens qui sont attirés par le Japon et le nombre de Japonais qui regardent les États-Unis, et où forcément, parce que l'intention est différente, le résultat est différent. Je veux dire, on n'écrit pas pareil pour quelques milliers de personnes qui sont autour du roi avec des conséquences littéralement la vie ou la mort, et pour des millions de personnes qui ont finalement individuellement très peu de pouvoir, mais collectivement en même temps sont capables de redéfinir la culture. Et où la différence à la fin, c'est la technologie, enfin c'est le progrès. J'aime pas utiliser ce mot, mais le progrès. Il l'a fait. Ouais. Oui, c'est vrai. Ouais. Et le souci, c'est que quelque part, on soit si peu conscient de l'histoire des techniques, on soit si peu conscient de la manière dont le progrès est cumulatif et le progrès est exponentiel, et où tout va de plus en plus vite et de plus en plus loin, et où on a à peine le temps de reprendre notre respiration. Enfin, entre le moment où ma grand-mère est née et ma grand-mère est morte, on est passé de... il y a le télégramme et on a à peine le téléphone, et il y avait une radio dans le village, et c'est eux qui l'avaient, c'est ma famille qui l'avait, et voilà, t'avais tout le village qui venait pour écouter ce qui se passait à la Corogne. Et quand elle est morte, elle avait un iPad et Internet, et elle pouvait regarder 500 chaînes et communiquer avec le monde entier, quoi. Donc il y a eu un écart monstrueux, et à l'échelle de ma vie, qui a commencé il y a à peine 35 ans, on est passé on commence à avoir Internet qui sort des universités. Voilà, on a eu le web à la maison quand on était, toi comme moi, adolescent, quoi. Et où maintenant on est capable de réinventer la réalité et même de créer des réalités alternatives avec des lunettes qui nous emmènent dans des mondes qui nous coupent complètement du monde actuel, quoi. C'est dingue. C'est absolument dingue. Oui, je pense que c'est aussi une partie des raisons pour lesquelles je veux débrancher tout ça, je pense. C'est genre, ça va pas trop vite. Mais on n'est pas équipé pour. Enfin, c'est... Non, absolument pas. Déjà, je vois que... Déjà, je suis pas équipé pour les livres, alors s'il te plaît. Vu le temps que je mets à lire. Mais c'est ce qui est quelque part le piège de notre humanité, c'est qu'on a créé on a créé de quoi dépasser notre condition, et on a même quelque part on est capable de faire évoluer nos technologies plus rapidement que nous on évolue. Ce qui est une déconnexion formidable, c'est-à-dire qu'on est capable de continuer à évoluer pour faire évoluer les choses, mais évoluer dans la tête. Et pas évoluer dans le corps. Or, à la fin, c'est le corps qui gouverne tout. Oui, c'est ça. En fait, on a pris un peu trop d'élan, peut-être, parce que du coup, on se retrouve un peu après le point qu'on visait. Et c'est le même problème qu'avec Apple et le logiciel et le matériel. C'est-à-dire que le logiciel... et nous, pour le coup, c'est l'inverse. C'est le logiciel qui a super avancé, et c'est le matériel qui suit plus. Et ça va poser problème. Et je déconne pas. Hein. Quand je parle des technologies du mouvement, je crois qu'à la fin, c'est le matériel. La raison pour laquelle la réalité virtuelle, ça marchera pas, ou ça marchera que dans certaines niches, c'est parce que le matériel humain suit pas. Et le logiciel va plus vite. Et je crois que c'est ton problème. Je crois que t'es très conscient de ça. Et quelque part, je crois que peut-être que je serai du même avis que toi dans 10 ans, on va dire. En fait, à la fin, je crois qu'on est d'accord, mais pas au même moment. C'est-à-dire que je suis encore suffisamment curieux pour avoir envie de voir un peu où tout cela va nous mener, et toi, t'es suffisamment conservateur. Barre de Chesterton, encore une fois. Et que toi, t'es suffisamment conservateur pour te dire, oui, mais alors non. Avec une nuance quand même, c'est-à-dire que j'ai aussi l'appel du vide qui joue vachement, quoi. On me parle de chaos qui arrive, j'ai envie de voir ce que ça va donner, bien sûr. Mais parce que tu vois, c'est popcorn, quoi. Mais bon, le problème c'est que je serais dedans, du coup ah oui, finalement, je vais peut-être faire comme Bilbo et rester dans la comté, quoi. Ouais, non mais Seigneur des Anneaux, on y revient aussi toujours. Tu vois, là on peut appuyer sur stop.